Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Isabelle Chamorro qui fera un point sur la rentrée scolaire qui s'est passée à partir de lundi. Petit point sanitaire, nous n'avons pas encore les résultats du jour qui vous seront communiqués en fin de journée. Par contre, l'information importante qui a été communiquée hier en fin de journée, c'est que nous avions 18 personnes atteintes de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie et les 18 personnes sont guéries et toutes les personnes sont sorties du CHT après avoir eu le protocole d'avoir 2 tests successifs sur 48 heures négatifs et de plus présenter de symptômes. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons plus aucun cas de Covid-19 positif en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Donc voilà, je vais passer la parole à Isabelle et ensuite on répondra à vos différentes questions. Merci, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. En effet, je vous propose de faire un petit bilan de la rentrée qui s'est effectuée, donc rentrée retour à la normale à partir de lundi. Donc cette rentrée s'est très bien passée dans le primaire et le secondaire et bien sûr je voudrais saluer l'implication de toutes les collectivités et de tous les personnels qui ont permis la réussite de cette rentrée. Je vous propose de faire tout d'abord un point sur la question de l'enseignement primaire avec quelques chiffres. Donc cette rentrée concernait 184 écoles sur les 3 provinces pour un peu plus de 26 000 élèves. Donc chez les élèves, c'est un point important, le taux d'absentéisme est revenu à la normale à 2 ou 3 points près, c'est-à-dire avec 95% de présents dans toutes les écoles, avec donc de rares écoles où il y a eu un taux d'absentéisme de 10%, mais nous avons regardé les choses très précisément et ces taux d'absentéisme sont particulièrement liés à des problèmes de transport scolaire ou d'intempéries que nous avons eu en début de semaine et depuis mardi, c'est revenu à la normale. Chez les personnels dans le primaire, ils étaient tous en poste et sur le plan pédagogique, comme je l'avais précisé lors de précédentes interventions, nous avons profité de ce retour de tous les effectifs pour faire un travail d'évaluation et engager également un travail individuel pour les élèves qui en ont besoin après cette période de rupture malgré la continuité pédagogique. Il y a une enquête qui va être lancée dans toutes les écoles primaires publiques à partir de la semaine prochaine, qui va être relayée par nos inspecteurs et nos conseillers pédagogiques, qui va permettre de faire un point précis justement sur ce qui s'est passé pendant cette période de continuité pédagogique. Concernant les mesures d'hygiène dans le primaire, elles ont bien sûr été mises en œuvre dans toutes les écoles avec bien sûr la collaboration des communes qui sont compétentes dans ce domaine, notamment pour fournir les écoles en différents matériels et notamment savon. Donc l'objectif principal est bien sûr de favoriser le lavage des mains et d'éviter les contacts physiques, ce qui est un travail important à mener auprès des plus jeunes. Il y avait eu, et notamment dans la province Nord, des rencontres, des réunions d'échange qui ont été organisées avec les parents, puisque comme la province Nord était dans un calendrier décalé, il y a eu cette attention particulière d'échange avec les parents. Dans l'enseignement secondaire, on est à peu près dans le même schéma, c'est-à-dire que les taux de présence sont revenus quasiment à la normale, avec 90% en moyenne de présence dans tous les établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés, avec un chiffre un peu moindre sur la voie professionnelle, mais on est quand même à 75 à 80% dans cette voie professionnelle. Tous les personnels est également en poste et il y a une coordination qui s'est faite également avec les personnels d'internat, ce qui a permis d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Je voudrais dire que c'était une rentrée, et c'est une remontée qui nous a été faite par les enseignants, qui était attendue par les élèves et qui permet aussi de les remettre dans un rythme d'apprentissage, puisqu'il y a eu quand même cette période, les élèves se sont couchés tardivement, on les a retrouvés quand même pour certains très fatigués. Donc ça va permettre également qu'ils puissent reprendre les repères et un rythme plus propice au travail. Je voudrais faire un point sur les recommandations sanitaires dans le second degré, puisqu'on se rend compte que l'école, comme on l'avait précisé également lors de précédentes interventions, est vraiment le lieu où les préconisations sanitaires doivent être suivies au plus près, puisque c'est bien dans les établissements scolaires que les élèves vont pouvoir justement s'habituer à ces gestes d'hygiène et de précaution et ensuite les réinvestir dans leur vie quotidienne et au sein de leur famille. Donc l'enjeu éducatif en matière sanitaire est vraiment devenu primordial et c'est pour rappeler également à tous la nécessaire vigilance dans laquelle il faut que nous persistions. Pour nous, il faut vraiment tendre vers une automatisation de ces gestes, je dirais même une institutionnalisation de ces gestes, de lavage des mains, de sens de circulation dans les établissements et d'hygiène de manière générale. Donc tous les établissements ont repensé et réaménagé les sens de circulation et les flux pour limiter les contacts physiques.
Donc les entrées, les sorties, les intercours, la demi-pension. Et l'éducation et la pratique des gestes d'hygiène sont vraiment devenues centrales dans l'organisation, même dans l'organisation des emplois du temps. Donc chaque établissement a bénéficié, comme je vous l'avais dit précédemment, d'un protocole de prise en charge des élèves, voire même des adultes qui pourraient présenter des signes de suspicion de Covid-19. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a bien sûr des adaptations des enseignements, notamment dans le cadre de l'éducation physique et sportive dans les établissements. Nous privilégions les activités individuelles et les cycles qui sont dédiés au sport de contact sont suspendus, comme la lutte, le judo ou le rugby par exemple. Nous avons fait des choix particuliers pour respecter au mieux les mesures sanitaires et bien sûr toujours lavage des mains avant et après les cours. Un point important pour finir qui concerne les examens. C'est une question qui nous a souvent été posée. Donc pour l'instant, les dates, les périodes d'examen de fin d'année sont maintenues, mais nous avons procédé à quelques ajustements, notamment pour les classes de première qui vont passer le nouveau baccalauréat en 2021 et qui rentrent dans ce processus de contrôle continu. Donc nous avons modifié le calendrier des épreuves communes de contrôle continu. Donc la première série devait avoir lieu fin juin et elle aura lieu fin juillet. Donc bien sûr, les établissements, les élèves et les familles sont avertis de ce changement. Nous avons été souvent aussi questionnés sur les stages, notamment pour la voie professionnelle et les BTS. Donc nous avons revu cette organisation puisque nous savons qu'il va être difficile pour les entreprises calédoniennes dans cette période de recevoir des stagiaires. Donc les textes nous permettent de revoir cette organisation. Donc il va y avoir 2 à 3 semaines de moins de stages pour la voie professionnelle et pour les BTS, donc c'est variable en fonction des formations. Donc ça permettra à la fois de rattraper un certain retard qui a pu être pris pendant cette période de coupure, mais aussi, comme je vous le disais, d'avoir aussi un travail à faire avec les entreprises pour qu'elles puissent de nouveau accueillir de nouveau les élèves en stage. Donc je voulais terminer cette intervention par un remerciement particulier à toutes les équipes qui ont permis cette rentrée et rappeler également pour les étudiants le communiqué de presse qui a été donc diffusé au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et de relayer une information importante puisqu'il va y avoir une aide de 200 € qui va être donc apportée par l'État aux jeunes de manière générale en situation de précarité en métropole, mais les étudiants vont bénéficier de cette aide et ils représentent au niveau national la moitié justement de ces 800 000 jeunes qui sont concernés. Donc je donne cette information pour les étudiants calédoniens qui sont en métropole et qui veulent se signaler. Donc à partir de mardi 12 mai, ils pourront sur le site étudiant.gouv.fr remplir un dossier pour bénéficier de cette aide de 200 € qui sera versée après examen de leur dossier. Donc ils pourront retrouver bien sûr ces informations sur le site du gouvernement pour qu'ils puissent donc remplir leur dossier de demande. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Isabelle. On va passer aux différentes questions. Oui, bonjour, Pierre Châtel des Nouvelles-Calédoniennes. Je voulais savoir s'il était déjà envisageable de fixer une date de reprise des vols internationaux ou si c'est encore trop tôt. Non. Enfin, je peux développer si vous voulez, mais on est... concernait nos voisins, pour savoir si on pouvait envisager une ouverture partielle des programmes de vol en direction de ces pays. Ouais, vous parlez essentiellement des discussions qu'il y a aujourd'hui entre le gouvernement australien et le gouvernement néo-zélandais et de la bulle de Tasman qui est en cours de discussion. C'est une démarche qui est extrêmement intéressante et la Nouvelle-Calédonie regarde ça avec intérêt. On n'a pas l'ensemble des éléments dans quelles conditions ça pourrait s'effectuer. Donc pour le moment, la Nouvelle-Calédonie ne rentre pas dans ce dispositif, mais ça reste une démarche intéressante qu'on regarde tout en garantissant bien entendu la protection des Calédoniens. Mais à ce jour, il n'y a pas de date de reprise des vols internationaux dits classiques, puisque nous n'avons toujours pas de vaccin ou de traitement sur ce virus. Pour les vols qui peuvent se dérouler actuellement, les vols de rapatriement aller au retour, dans cette période un peu particulière, comment sont fixés les prix Air Calin fixe ses prix? Ma question c'est, est-ce que le gouvernement, qui est actionnaire majoritaire de Air Calin, a disposé d'un levier pour fixer ses prix
Je voudrais raccorder ça au fait que le gouvernement a pris un texte autorisant les compagnies aériennes et les agences de voyage de conserver les avoirs des passagers qui ont déjà pris des billets. Donc il y a un effort qui est fait par le particulier. Est-ce que la compagnie aérienne est-ce que c'est envisageable qu'elle en fasse un également? J'avoue que je ne sais pas comment sont constitués les prix, donc il faudra poser la question à Air Calin, mais je sais que dans la mesure du possible, quand les personnes bénéficiaient déjà de billets d'avion, donc le billet d'avion était déjà compris dedans, on a essayé d'avoir des prix des billets d'avion qui étaient les moins chers possibles, sachant que Air Calin volait à maximum 130 personnes et donc volait à perte sur l'ensemble des vols qui étaient effectués, et donc il y aura forcément un accompagnement de la part de la collectivité sur Air Calin, mais sur la fixation des prix, sur le calcul des prix, je vous invite à contacter Air Calin directement qui vous répondra, je pense. Puis j'avais une dernière question qui concernait l'ouverture des boîtes de nuit. On sait que les patrons de ces établissements se plaignaient un peu d'une inégalité de traitement par rapport à des organisateurs de soirées qui, eux, peuvent reprendre le cours de leurs activités. Est-ce qu'il y a eu des avancées sur cette question-là? Oui, j'ai donc reçu hier matin les différents représentants des boîtes de nuit, enfin, de certains représentants, qui ont indiqué une certaine inéquité par rapport à des soirées qui pouvaient être organisées, à la fois pour des activités professionnelles, mais aussi pour des activités purement privées, un mariage, un anniversaire qui regroupe plusieurs personnes. Ce sujet a été évoqué hier en collégialité, où on a fait une proposition de permettre à ces sociétés discothèques pas de reprendre leur activité d'une manière normale. Ça, tous les membres du gouvernement ont convenu qu'il fallait encore attendre une période assez longue pour ces établissements, mais on avait conscience de la problématique de ces sociétés et du fait qu'elles étaient en extrême difficulté depuis pas mal de temps, et donc de voir comment elles pouvaient aussi organiser des soirées privées avec une distanciation sociale qui devrait être respectée dans la mesure du possible, avec un contrôle des personnes qui étaient au sein de la discothèque ou de la boîte de nuit ou de la salle qui pourrait être louée. C'est le président du gouvernement l'a indiqué quand il a fait la conférence de presse. Si on devait avoir un cas contact, on a une obligation une nécessité d'avoir la liste des personnes pour faire une enquête et retracer derrière les personnes avec qui ils auraient pu être en contact. Donc la proposition qui a été faite hier en collégialité, donc, c'est d'avoir une ouverture pour des soirées en pré-vente avec une liste bien établie et des conditions bien établies. Il y a eu un avis favorable hier soir en collégialité sur cette mesure. Par contre, ça ne dépend pas que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais également de l'État. Et le président du gouvernement devait se rapprocher du haut-commissaire dans la journée. Et à ce stade, je n'ai pas encore la réponse. S'il devait y avoir un avis favorable également de la part du représentant de l'État, on réunira les différents professionnels du secteur de la nuit pour mettre en place des procédures sanitaires strictes et des procédures de contrôle strictes avec nos services. Bonjour, André Roisé pour Radio Jido. J'aimerais revenir sur l'emprunt qui est engagé pour la relance. C'était pour savoir si à l'intérieur de l'emprunt, quelle est la part qui est prévue pour l'investissement pour l'enseignement privé. Est-ce que vous avez prévu aussi dans le package de l'emprunt, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour le réseau des enseignements privés qui en ont grandement besoin? Je vais laisser répondre Isabelle. Oui. Donc je pense que mon collègue pourra peut-être détailler plus précisément quelle est la destination de cet emprunt, mais en tout cas pour ce qui est des investissements qui sont destinés aux établissements, qu'ils soient du public ou du privé, au-delà des financements que nous recevons déjà dans le cadre du transfert de compétences de l'État de manière régulière, eh bien, nous avons inscrit ces investissements dans le cadre de la négociation de l'avenant, de la poursuite des contrats de développement actuels. Donc ce ne sera pas dans l'enveloppe que vous venez de citer, c'est par un autre biais de financement que nous sollicitons ces crédits. Est-ce qu'il faut entendre que c'est dans les générations de contrats de plan qui sont régulièrement négociés? Oui, donc c'était déjà le cas dans les contrats précédents, mais là, pour ce qui me concerne, c'est dans la négociation de la poursuite, de la prolongation de la génération de contrats actuels.
Et sur la répartition du prêt, vous savez qu'il y a une partie qui finance le chômage partiel, le report des cotisations sociales et fiscales, et une autre partie qui permet d'assurer le bon fonctionnement des collectivités, des dotations qui sont notamment données aux provinces et aux communes. Voilà l'objet de cet emprunt. Je voudrais aussi revenir toujours sur la question de l'emprunt. Hier, les confrères des Nouvelles-Calédoniennes, ils ont publié que certaines sociétés de la place bénéficient des exonérations en termes de charges sociales. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Donc, on ne s'est pas approché des confrères pour vérifier leurs sources, mais est-ce que c'est quelque chose qui est... Est-ce que c'est un texte de loi de la Calédonie qui leur permet de bénéficier de ces exonérations-là? Pour le moment, on est sur des reports de charges sociales, on n'est pas sur des exonérations. Ça fait partie du plan qui a été voté au Congrès, et donc la délibération qui est passée le 11 avril de mémoire au Congrès de la Nouvelle-Calédonie prévoyait justement le report sans frais des différentes charges sociales. Donc c'est basé sur cette délibération-là. Mais par contre, sur la question de l'exonération des charges sociales, on le voit qu'il y a certains secteurs d'activité, on parlait tout à l'heure des boîtes de nuit, on parle des activités touristiques, où on doit voir notamment les provinces et l'État à partir de la semaine prochaine pour peut-être envisager pour les secteurs les plus touchés, je dis bien les secteurs les plus touchés, une possibilité d'abandon de charges sociales pour ces secteurs-là. J'aborde ce sujet-là parce que la dernière fois, lors des points de presse, j'ai invité la ministre en charge de l'enseignement de visiter sur le lycée d'Okamo parce que nous avons effectivement une surpopulation sur le lycée d'Okamo et il y a un véritable besoin. Quand on parle des distances sociales, comment est-ce que c'est mis en œuvre dans ces établissements? C'est quelque chose où effectivement il faut regarder, il y a vraiment quelque chose il y a un grand besoin au niveau du lycée d'Okamo où l'effectif dépasse les capacités d'accueil. Ça n'a pas de lien avec les charges sociales. Non. Ouais. Donc, je veux dire pour l'enseignement. C'est-à-dire que c'est le réseau de l'enseignement privé est mis en redressement judiciaire à cause des charges sociales liées avec la CAFAT. Voilà. Donc si Madame Chamorro peut donner des éléments de réponse. Oui, donc au-delà des effectifs du lycée d'Okamo qui sont tout à fait réglementaires, effectivement, donc l'ASE et la FELP font l'objet de mesures de redressement. C'est pourquoi une directrice qui est rémunérée par la Nouvelle-Calédonie a été nommée justement pour mettre en œuvre ce plan de restructuration et de réorganisation. Donc en tout cas, l'enseignement privé, notamment l'ASE et la FELP, ne bénéficient pas des mesures de report d'exonération dont on vient de parler, puisqu'ils sont sous contrat et donc sont déjà préfinancés. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucun problème d'interruption de contrat ou de chômage pour les structures comme dans l'enseignement public. Oui, je rappelle quand même, pour bénéficier à la fois du chômage partiel mais également du report des charges sociales, il faut y avoir une constatation d'une baisse d'activité liée au Covid. C'est-à-dire que le Covid ne peut pas justifier toutes les aides de situations qui étaient déjà compliquées, que ce soit dans le public, dans le privé ou dans d'autres situations. Bon, il y a un sentiment de discrimination parce qu'il y a certaines sociétés qui bénéficient de largesse quant aux exonérations sociales. Ces réseaux d'enseignement-là assurant des missions de service public, on s'interroge pourquoi on soutient des secteurs d'activité qui sont à vocation, vocation commerciale, et puis des secteurs qui répondent à des besoins d'éducation, ils ne bénéficient pas de ces mêmes allègements-là. Vous savez, je vous invite à aller voir l'enquête qui a été réalisée par la CCI, deuxième enquête par les chambres consulaires et la cellule risque de la CCI, avec 75% des entreprises de moins d'un an, qui ont été touchées par la crise du Covid-19, sur une baisse de leur chiffre d'affaires. La question de l'enseignement privé, à ma connaissance, et ce que vient de rappeler la membre du gouvernement, il n'y a pas eu de baisse de dotation à ces établissements-là. Par contre, on a des sociétés qui ont eu jusqu'à 100% de baisse de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'ils ont eu 0 sur leur compte. Et donc nous, sur cette crise du Covid-19 et sur les différentes aides qu'on a pu mettre en place, notre objectif, c'était d'aider ces personnes-là. Voilà. Et c'était de préserver des emplois. Je vous ai dit, on n'aura pas, et on l'a vu sur certaines situations de chômage partiel, d'établissements qui pourraient être
considéré comme public de demander du chômage partiel alors qu'ils n'ont pas eu de baisse de leur activité ou de leur rentrée, le demander. Donc le Covid ne justifie pas tous les abus. C'est là-dessus où, c'est là où on ne se rejoint pas dans votre stratégie. Vous êtes en train de réagir, mobiliser des moyens pour une durée de 20 ans sur ces emprunts-là, pour du fonctionnement. Et c'est des questions ou des convictions, Monsieur Reise? C'est en même temps, on est en train de défendre un secteur d'activité parce qu'on va emprunter, mais pour la durée. Oui. Et puis à un moment donné, c'est tous les Calédoniens qui vont devoir payer. Donc pourquoi investir que sur un certain nombre de secteurs et non pas inclure aussi des besoins pour tout le pays et non pas seulement sur un secteur donné touché à un moment donné? Vous savez, M. Reise, aujourd'hui, c'est 17 800 personnes qui sont concernées par le chômage partiel. 17 800 personnes qui, si on avait suivi votre logique, n'auraient pas de salaire à la fin du mois. Donc, si vous voulez que ces personnes-là n'aient pas de salaire, on va suivre ce que vous dites. Nous, ce qu'on a voulu, c'est que les personnes qui étaient touchées par le Covid-19, que ce soit une entreprise, un salarié, des travailleurs indépendants patentés, qui soient à Nouméa, en Brousse, aux îles Loyauté, puissent avoir une rémunération et puissent toucher quelque chose. Je vous dis, il y a des entreprises qui étaient en difficulté avant la crise du Covid-19 où on a eu des consignes de ne pas les accompagner sur ce point-là et de regarder la situation liée au Covid-19. On a voulu gérer les différents abus. Mais vous parlez d'endettement, mais vous faites référence à l'article dans les Nouvelles-Calédoniennes. Ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie qui s'endette, c'est le monde qui s'endette. Et il y a une formule du ministre des Comptes publics en métropole qui a dit entre l'endettement et la faillite, je choisis l'endettement. Ben, c'est un peu notre cas aujourd'hui ici. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait cet endettement, et il y aura un travail à faire avec l'État de voir ce qui va se transformer en subvention, de voir ce qui va se transformer en dette, mais si nous n'avions pas fait cet emprunt auprès de l'AFD et discuté avec l'État, c'est 17 800 personnes qui n'auraient pas de salaire à la fin du mois. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est en termes de méthode, en fait. C'est qu'en fait, vous avez seulement ciblé, effectivement, pour le moment présent, les 28 milliards qui sont mobilisés, mais vous n'avez pas inclus d'autres secteurs. On mobilise une somme. Mais vous voulez inclure quel secteur d'activité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dispositifs qui sont mis en place ne fait pas un distinguo entre les secteurs d'activité. Il y aura un travail dans un deuxième temps, parce qu'il y a il y a des secteurs d'activité qui ont été touchés pendant la crise, mais qui vont être touchés également après la crise sur du long terme, et qu'il faudra aider dans le long terme. Mais aujourd'hui, c'est tout secteur d'activité qui peuvent à la fois prétendre au fonds de solidarité de l'État, au fonds provincial et également aux aides de la Nouvelle-Calédonie. Donc il n'y a pas eu de distinguo, mais par contre, je vous dis, il n'y a pas d'abus à avoir pour ceux qui n'ont pas eu de baisse de dotation. Donc je crois que peut-être d'autres questions, il y en a d'autres qui ont des questions à poser aujourd'hui. Oui, bonjour, une question pour Madame Chamorro. Au sujet des étudiants, on sait qu'il y a une inquiétude des étudiants qui sont à la fois en métropole ou ailleurs pour leurs études par rapport au fait de pouvoir rentrer. Aujourd'hui, est-ce que dans le plan de rapatriement initial, est-ce que certains étudiants qui étaient en situation difficile ont été inclus? Et sinon, quid donc de ces étudiants en difficulté? Quand est-ce qu'ils pourront revenir et à quelles conditions également? Okay. Donc effectivement, nous sommes sollicités régulièrement par les familles ou par les étudiants eux-mêmes qui se trouvent à la fois en métropole mais également sur d'autres destinations dans le monde, puisque souvent les cours sont suspendus, les examens peuvent être reportés et la date également de la rentrée, ce qui est quand même une difficulté, n'est pas fixée. Donc c'est vrai que nous, j'ai une attention particulière sur les étudiants, bien que la question du rapatriement soit gérée plutôt par le membre du gouvernement en charge du transport. Donc nous travaillons en collaboration sur ce sujet. Donc ce que je peux vous dire, c'est que nous avons recensé 860 étudiants qui se sont inscrits à la fois sur le formulaire de rapatriement de la Nouvelle-Calédonie, mais également par le biais de la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous avons la possibilité de croiser ces données et donc nous avons un total de 860 étudiants. Sur ces 860 étudiants, il y a 490 étudiants à peu près qui ont confirmé qu'ils ne souhaitent pas rentrer.
puisqu'il y a une grande majorité d'étudiants finalement qui souhaitent attendre parce qu'ils comprennent les difficultés évidemment de trafic aérien, notamment ceux qui ne sont pas en métropole, mais il y a 490 étudiants qui ne souhaitent pas rentrer. Ensuite, sur les 370 restants, il y en a 220 qui répondent aux critères que nous avions évoqués précédemment. C'est-à-dire, nous avons fixé des critères particuliers pour les étudiants dans le cadre du rapatriement. Alors, ce qu'ils ont de commun avec les autres Calédoniens, c'est bien sûr s'ils sont dans une situation de santé difficile ou s'ils sont dans une situation économique difficile ou de logement, s'ils ont rendu leur logement et qu'ils n'en trouvent pas d'autres dans cette période de confinement en métropole qui est difficile. Donc, également la question des stages, qui est important pour les étudiants, ou les fins de cursus. Ceux qui ont fini leurs études en métropole notamment et qui ont eu l'intention de rentrer, évidemment, sont dans ces critères prioritaires. Ensuite, il y en a 120 qui souhaitent rentrer pour passer un moment ici en Nouvelle-Calédonie pour les vacances, comme ça se faisait habituellement. Donc, ils ne rentrent pas dans les critères que je viens de vous énoncer. Et il y en a 30 qui sont prévus dès maintenant sur le premier vol qui aura lieu en provenance de Paris. Donc, ils feront partie de tous les prochains vols avec les critères que je viens d'énoncer. Et on essaye de se caler également avec le nombre de rapatriés au niveau global que l'on doit prendre en compte. Et bien sûr, comme je vous le disais, que ces problématiques de période de stage, notamment pour essayer, en tenant compte des 3 semaines qui vont passer en quarantaine, de les rapprocher de la date de leur stage. Donc, ils seront prévus aussi, je voulais finir sur ce sujet, plus en amont que ce qu'on a fait sur les premiers vols de rapatriement, où on était quand même dans des situations très urgentes. Là, on essaye aussi de prévenir les personnes bien en amont pour qu'elles puissent aussi se déplacer et rejoindre notamment Paris quand elles sont en métropole. 30 dans le premier vol et donc les 190 restants qui répondent aux critères dans les vols qui vont être organisés jusque... acheminés au fur et à mesure, puisqu'on tient compte, comme je vous le disais, des demandes globales de rapatriement. Donc sur ce qu'on rappelait, c'est-à-dire sur des vols qui fonctionnent aussi à capacité réduite, eh bien, on est obligé d'avoir ce type d'organisation, mais on fait au mieux. Donc, ce qu'on a priorisé pour le premier vol, ce sont bien sûr les situations les plus urgentes en matière notamment de santé, et vont venir ensuite une combinaison entre les problématiques économiques et les problématiques de stage, puisqu'on peut avoir des étudiants qui sont en fin, par exemple, de 3e année et qui risquent de ne pas avoir leur diplôme validé parce que le stage n'a pas eu lieu. Merci. Bonjour, Georges Jourot pour Océane FM. Ma première question est la suivante, elle s'adresse à Monsieur Christopher Gigès concernant la Haute Autorité de la Concurrence qui a émis un certain nombre de recommandations concernant justement l'avoir que se propose de mettre en place donc les agences de voyage et les compagnies aériennes en faveur des Calédoniens qui ont déjà acheté des billets. Où en sommes-nous? Est-ce que vous avez pris en compte leurs recommandations? Vous savez, sur le parcours institutionnel, le gouvernement vote des textes qui passent ensuite au Congrès. Et la délibération est actuellement en cours d'examen au Congrès. Je sais qu'il y a des discussions sur les bases du rapport de l'autorité de la concurrence, mais également des préconisations de l'État. Et donc, ce sera aux élus du Congrès qui sont souverains dans leur décision de choisir si ils modifient, ils prennent en compte les différentes recommandations émises par l'autorité de la concurrence et par l'État. Autre question, elle concerne notamment l'arrêté qu'a pris, le projet de délibération qu'a pris le gouvernement mardi et qui concerne notamment la prise en compte du CHT de Medipol, mais aussi le CHS du Nord, avec toute une batterie de dispositifs concernant la pandémie de Covid-19. Pourquoi avoir pris cette délibération maintenant et pas au départ C'était un arrêté, enfin c'était pas un arrêté c'était pas un arrêté qui est passé en gouvernement, c'était un arrêté de réorganisation, je crois que ce que vous indiquez, puisque là on est en période j'ai pas l'ensemble des détails, mais j'ai vu quelques éléments sur ça. C'est que on continue de s'organiser, c'est-à-dire que on a eu une période de gestion de la crise qui nous a permis d'accueillir de manière systématique notamment au Medipol les personnes sans qu'on soit en flux tendu, puisqu'on a pu avoir des personnes qui étaient isolées du nombre de 18. Mais vous savez, il vaut mieux prévoir les choses pour l'avenir, et donc cet arrêté est là pour toujours dans l'anticipation qu'on a souhaité depuis le début. Bonjour, Chloé Mingour pour DNC. Il avait été indiqué que les hôtels seraient réquisitionnés jusqu'à mi-juin. Est-ce que vous confirmez? Et est-ce qu'un fonctionnement a été arrêté pour la suite?
Donc ouais, ce qui est prévu, et là aussi, je vous le dis, on dépend de beaucoup de choses sur le planning des rapatriements, sur le planning des vols, où c'est pas que la Nouvelle-Calédonie qui décide, c'est-à-dire qu'il y a des décisions pour la métropole d'Air France, pour les autres pays où il y a encore des zones de rapatriement. Enfin, on sait qu'on en a dans certains pays asiatiques et on n'arrive pas toujours à les rapatrier sur les points de départ. Donc, dans l'état de la situation actuelle, nous avions prévu un délai des rapatriements, enfin un calendrier des rapatriements, pardon, jusqu'à le début juin. Ce qui est prévu ensuite est en cours d'élaboration. Par contre, les hôtels serviront toujours aux personnes qui arriveront en Nouvelle-Calédonie, ça c'est sûr. Ensuite, dans quelles conditions, ça on vous le présentera dans les prochaines semaines. Par contre, oui, les hôtels serviront toujours pour les personnes qui arriveront en Nouvelle-Calédonie, mais il ne s'agira plus de rapatrier, il s'agira de personnes qui arrivent en Nouvelle-Calédonie de manière impérieuse pour soit des professeurs, des médecins ou autres activités. Enfin, on discutait avec les énergéticiens aussi qui ont besoin d'ingénieurs pour agir sur les différentes centrales. Donc ça ne sera plus des rapatriés, mais des personnes qui viendront de leur plein gré en Nouvelle-Calédonie. Pour l'instant, est-ce que le nombre d'hôtels a été réduit? Il s'agissait d'en enlever 2, il me semble. Aujourd'hui, on est à 5 hôtels. Donc on est à 5 hôtels qui nous permet d'accueillir les 600 personnes. Et vous pourriez par exemple en garder 2. Enfin, est-ce que vous avez une idée du nombre d'hôtels qu'il faudrait Aujourd'hui, on n'en est pas là. Enfin, aujourd'hui, on gère les personnes qu'il faut ramener étape par étape. Est-ce que vous avez une idée du nombre de fonctionnaires qui vont venir pour les relèves? Est-ce qu'il y a un recensement là aussi qui est effectué? Oui, vous parlez notamment des fonctionnaires d'État. Là, il faut plus interroger le Haut-Commissariat qui a l'état de ces listes pour la suite. Peut-être que Isabelle a un point sur la question des enseignants. Pour le reste, on ne sait pas, puisque là, c'est une compétence qui est partagée entre la Nouvelle-Calédonie et l'État. Mais pour le reste, interroger le Haut-Commissariat pour... Moi, on a une vision sur l'enseignement, puisque effectivement c'est quelque chose, un turnover qui est régulier. Donc, à partir de juillet-août, on pourrait avoir l'arrivée des chefs d'établissement, un certain nombre de chefs d'établissement. Donc, je pense qu'on est autour d'une quinzaine. Donc après, on a en général la famille qui est comprise. Et par contre, pour les rotations au niveau des professeurs, c'est plutôt début d'année 2021. Qu'elle se programme. Donc là, on n'est pas du tout dans ce planning, dans cette prévision, parce qu'on ne sait pas comment seront effectués les vols et les déplacements d'ici là. Voilà. Donc nous, on pourrait, mi-année, accueillir, je pense, la rotation des chefs d'établissement, mais voilà, sur un nombre qui ne posera pas forcément de soucis. Et on calcule bien sûr leur arrivée avec la question toujours des 3 semaines qui devront être prises en compte avant leur prise de fonction. Très bien. Je vous propose de nous arrêter là. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci.